Alors, on se trouve aujourd'hui à la COP23. On est la veille le jour de la clôture de cette COP23. Donc ça fait 15 jours que l'association Énergie 2050 se trouve ici et anime un pavillon, un énorme pavillon sur lequel on a organisé une cinquantaine, soixantaine d'événements. Et bien sûr, on a travaillé avec des États, des gouvernements locaux, des institutions internationales, des ONG, pour essayer de se mettre dans l'agenda de l'action. Alors là, très clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était en débat ici à Bonn? Et finalement, qu'est-ce qu'on attendait de Bonn? Alors, à Bonn, c'était la COP de la mise en œuvre. Ça veut dire quoi? Alors, pas mise en œuvre au sens de ce qui s'est passé à Marrakech, mais la mise en œuvre au sens de comment déployer concrètement les contributions déterminées au niveau national, comment garantir au niveau des États les moyens suffisants pour tenir leurs engagements, en particulier pour les pays en développement, et puis aussi comment préparer le dialogue de facilitation qui aura lieu l'année prochaine et qui doit permettre d'augmenter l'ambition, puisque nous le savons tous, la science le confirme, aujourd'hui les contributions des États telles qu'ils ont été énoncées et mis en place dans le cadre de l'accord de Paris ne nous permettront pas d'être sur une trajectoire de 1,5 degré, voire 2 degrés. Donc là, ici, c'était un agenda particulier, important. Beaucoup considéraient cette conférence climat comme une conférence technique. Pour nous, Énergie 1050, c'est très clairement une conférence politique. Et pour l'instant, tel que cela se présage, on imagine que les conclusions d'aujourd'hui ne seront pas à la hauteur du rendez-vous et de l'urgence d'agir. Alors là, on se trouve juste devant le pavillon fidjien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, on était sous la présidence fidjienne. C'était un instant particulier. Pourquoi? Parce que les Fidji, comme beaucoup de petits États insulaires, font partie des États les plus vulnérables. C'est-à-dire, chez eux, ils vivent au quotidien la réalité des conséquences des changements climatiques. Évidemment, les Fidji avaient mis au haut de l'agenda les questions d'adaptation, de résilience et de comment pouvoir protéger les populations tout en leur permettant de se développer de manière durable, sobre en carbone, et évidemment créatrice d'activités économiques et d'un mieux vivre. Et là, bien évidemment, Fidji avait poussé au haut de l'agenda plein de points sur l'activité, sur la question des océans, sur la question des ressources, sur la question des migrations, sur la question de l'agriculture, sur la question des événements majeurs, évidemment des pertes et dommages, et puis aussi sur la question de l'adaptation, avec notamment au haut de l'agenda, on voulait que le fonds d'adaptation puisse être déjà mis en œuvre et redevenir actif, alors qu'aujourd'hui, depuis la fin du protocole de Kyoto, ou tout du moins la fin de l'ambition du protocole de Kyoto dans sa première version, ne permet pas d'alimenter de manière durable le fonds d'adaptation. Alors voilà un petit peu là où on en est. On va continuer à marcher et aller vers la zone Taloa, qui est la zone des débats, la zone qui est un petit peu selon le principe qu'on a dans les États insulaires, qui permet de palabrer, comme on dit en Afrique, et qui doit permettre aussi aux acteurs non étatiques de collaborer, d'avancer dans cet agenda de l'action. Alors ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'on se trouve dans la zone bonne. La zone bonne, ici, n'est pas la zone où se passent les négociations. Elle se passe un peu plus loin, à peu près 20 minutes d'ici à marche, qui s'appelle la zone Boula. Et dans la zone Boula, les négociateurs se trouvent et sont en train de valider la déclaration finale qui sera présentée en plénière. Alors, toujours pour revenir ici sur les enjeux de Bonn, au haut de l'agenda, on avait donc plusieurs questions. L'ambition, j'en ai dit un mot, la mobilisation des ressources, en l'occurrence l'argent qui est promis dans le cadre du Fonds vert climat. Vous vous souvenez, 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 et ensuite par année. Et là, bien évidemment, malheureusement, les comptes ne sont pas là. Alors j'ai envie de dire, les bons comptes devraient faire les bons amis. Et là, très clairement, ils n'y sont pas. Et deuxièmement, c'était aussi pour travailler sur le cahier de mise en œuvre, le livre des règles, qui devait permettre ensuite à chaque État de mettre en place sa contribution, enfin de décliner concrètement et de transformer en plan d'action sa contribution nationale. Alors là, il y a aussi un autre élément. Je vous l'ai dit, la question de l'ambition est au cœur des enjeux. Parce que bien évidemment, si on continue à ne pas se développer sur la bonne trajectoire, les États déjà vulnérables le seront encore plus. Et j'ai envie de dire, le coût et la difficulté de la remise à niveau, de la réhabilitation et de redevenir sur une trajectoire de bas carbone est importante. Mais l'ambition se décline sur le avant 2020, le pré 2020, et enfin sur le après 2020 dans le cadre de ces CPDN 2020-2030. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, l'ambition n'étant pas là, on espère l'année prochaine, dans ce que l'on appelle le dialogue de facilitation, rehausser cette ambition collective sur la base du rapport du GIEC, qui va fournir pour la première fois un rapport que va devoir prendre en compte les négociateurs, sachant que les négociateurs doivent le prendre en compte parce que dans l'accord de Paris, le GIEC a quitté le statut de simplement informé pour être pris en compte. Et donc ce rapport, on l'attend tous, même si, très sincèrement, c'est un secret de polichinelle que d'imaginer que finalement la réalité scientifique ne sera pas confirmée. Par contre, ce que beaucoup présagent, c'est que la réalité scientifique va encore plus alerter et plus montrer qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, sachant, je le rappelle, qu'on est plutôt sur une trajectoire 3-5, voire 4.
Alors, continuons. Le deuxième point qui était à l'agenda très important, c'était, donc je l'ai dit, la mobilisation des ressources. Mais pas que des ressources, j'ai envie de dire, du Fonds vert climat, mais aussi des ressources bilatérales, des ressources via des projets, des ressources alors de financement climat, le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds d'adaptation, le Fonds vert pour le climat, mais aussi tout l'accès à cette finance. Parce qu'aujourd'hui, les méthodologies pour les États, pour y accéder, restent quand même complexes, puisqu'on demande une certaine, j'ai envie de dire, transparence, certes, mais transparence dans les deux sens, c'est-à-dire du côté des bailleurs sur le volume de ce qui est mis à disposition, mais aussi sur le côté de ceux qui vont avoir accès, puisqu'ils doivent répondre à des enjeux de MRV, de mesurer, reporter, vérifiable. Par contre, on leur demande aussi régulièrement de témoigner de la réalité, c'est-à-dire de montrer que l'ensemble des financements va permettre d'augmenter la performance et de témoigner de ce qui va être mis en place. Et on leur demande beaucoup d'informations, beaucoup de données, des choses qui sont souvent nouvelles et pour lesquelles les pays n'ont pas toujours les moyens de témoigner de la réalité de leur situation. Alors là, on se trouve devant le pavillon des peuples indigènes. Alors, on travaille beaucoup avec beaucoup de communautés. Et ici, vous voyez bien qu'on est plutôt aussi dans une logique de rappeler que derrière cette conférence climat se passe peut-être une information essentielle, c'est qu'on est quand même dans de l'humain. Et ça, beaucoup de négociateurs, beaucoup de parties prenantes, voire même d'acteurs non étatiques, parfois, chacun perdu dans leur métier respectif, oublient qu'on est dans une logique de droit et que la base de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est et ça reste un principe d'équité. Alors certains avancent la question de la justice climatique. Bien évidemment, pour nous, c'est au cœur du débat. Pourquoi? Parce que la question de la justice climatique, c'est aussi redonner de la dignité aux échanges, les droits fondamentaux, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à une vie décente, à un travail décent, et puis aussi, bien sûr, l'accès à une prospérité partagée. Et là, vous voyez bien qu'on rentre sur un autre domaine qui est une forme de solidarité à réinventer, de réécrire une histoire commune climato-compatible et qui permet à chacun, finalement, de se développer. Alors là, on rentre dans la zone Talanoa Space. Alors ça veut dire quoi? C'est cette zone de Palab dont je parlais tout à l'heure, très importante. Nous-mêmes, on est intervenu Énergie 2050 plusieurs fois dans cet espace pour échanger. Alors là, c'est des témoignages, c'est des bonnes pratiques, c'est de l'envie d'agir, c'est des sujets qui, quelque part, rappellent un peu l'urgence à agir. Et là, vous voyez, par exemple, on est ici dans un side event qui dit « L'action climatique a besoin de la liberté d'expression des médias ». Parce qu'on le sait bien que dans beaucoup de pays, évidemment, la liberté d'expression n'est pas au rendez-vous et du coup, ça crée énormément de fragilité. Voilà. L'événement n'a pas encore commencé, il ne va pas tarder à commencer. Et donc, on voit ici cet espace qui se veut un peu moins formel que les grandes zones de side events et dans lesquelles on se réunit, on témoigne. Nous-mêmes, on va intervenir ici, par exemple, à midi pour la ville de Conakry pour montrer la durabilité, comment on pourrait gérer les déchets solides à Conakry. Alors, peut-être un petit mot sur Énergie 2050. Qu'est-ce qu'on a fait ici à cette COP23? On a eu, je vous l'ai dit, cet immense pavillon et on était en partenariat avec Gouvernements locaux unis d'Afrique. Alors, un acteur extrêmement important et je vais vous donner un des exemples des actions qu'on a portées ici dans cette grande enceinte des Nations Unies. On a porté la voix des gouvernements locaux, en particulier africains, avec quelques chiffres clés qui vont vous faire comprendre pourquoi nous, Énergie 2050, on est mobilisés sur ce sujet, et puis pourquoi aussi, pour ces acteurs, c'est important de travailler avec des gens comme nous. Là, on travaille avec eux sur la territorialisation des contributions des États. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les États partis qui négocient, mais on sait que la mise en œuvre va être mise en place par les territoires, par les acteurs non étatiques, les entreprises, la société civile, la recherche bien sûr qui doit se mobiliser, mais aussi les gouvernements locaux. Alors là, c'est intéressant parce qu'avec eux, on a fait le premier rapport qui va expliquer, qui donne les mots-clés, qui pose les questions pour organiser cette espèce de complicité positive entre les gouvernements locaux et les États dans la mise en œuvre. Mais on est parti plus loin. Avec donc toujours CGLU Afrique, on a organisé beaucoup d'événements sur la mobilisation, l'accès à la finance climat pour les gouvernements locaux. Alors là, ça veut dire quoi? C'est une boîte très complexe qui demande à ce que les territoires utilisent les mêmes mots, les mêmes méthodes, la même manière de travailler, la même transparence, la même additionnalité, les mêmes mesures, notification et vérification des données pour les mettre en œuvre au niveau local. Et ça, c'est un enjeu majeur puisqu'aujourd'hui, cette finance climat est, j'ai envie de dire, trop éloignée, trop complexe par rapport aux besoins et à l'accessibilité de ces territoires. Alors là, sur la droite, on est juste avec le Royaume du Maroc. Le Royaume du Maroc, on est dans leur pavillon. On est intervenu hier soir ici pour la Maison du climat méditerranéen qui va s'installer à Tanger, dans lesquelles Énergie 2050 est impliquée.
Et donc dans ce pavillon très important, c'est l'ancienne présidence de la COP 22, donc celle qui s'est déroulée à Marrakech, et qui est donc la présidence qui passe le relais maintenant. Par contre, cas particulier, les Fidji ont demandé à la présidence marocaine de continuer leur mandat, de manière à pouvoir les accompagner ensuite jusqu'au prochain passage de relais l'année prochaine pour la Pologne. Voilà, donc là on continue un petit peu, et puis chemin faisant, donc je disais Énergie 2050, ici dans les négociations, s'est retrouvé impliqué à plus d'un titre. On s'est retrouvé impliqué au niveau des négociations, on est avec des pays. Moi-même, je suis sous mandat de la délégation nigérienne. On a nous-mêmes une délégation Énergie 2050 assez importante. Et dans le cas de notre pavillon ou autre, ou de nos partenaires comme l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, on a publié le très célèbre désormais guide des négociations, qui est un document extrêmement technique et lourd, qui est peut-être le best-seller de la francophonie, qui décrypte pour les négociateurs l'ensemble des sujets à l'agenda des négociations. Alors vous imaginez le travail pour nous, ça correspond à plusieurs mois de travail, mais c'est très important parce que c'est un petit peu la référence, sachant que ce document est traduit en anglais et est devenu une référence internationale. Mais nous-mêmes, Énergie 2050 toujours, dans notre volonté de passer le témoin, d'organiser cette mobilisation, on décline le même guide pour le citoyen. Donc vous voyez, gouvernements locaux, gouvernements nationaux, régions, entreprises, projets, universités, tout ça, ce sont des acteurs, les acteurs avec qui on travaille et dans lesquels on accumule des références dans plus d'une trentaine de pays. Et aujourd'hui aussi, depuis plusieurs années et depuis même le début, le citoyen. Dernier détail pour vous montrer la mobilisation citoyenne qu'on veut susciter, on a mis en place pour la 5e année Arts Planet, qui s'appelait avant Agite ta Terre. Là, c'est quoi? C'est une exposition internationale faite par des citoyens, alors on appelle ça citoyenne et artistique internationale, qui permet à chacun de pouvoir contribuer sur un sujet d'actualité, cette année, climat, migration et solidarité. Donc là, vous voyez, donc on a eu énormément de contributions de énormément de pays, et ça nous a permis de témoigner de cette réalité de citoyenne, et on a fait une magnifique exposition qui a suscité beaucoup de mobilisation pour finalement que le citoyen se retrouve au creux de l'action, mais pas de manière intellectuelle, ce n'est pas la vision d'Énergie 2050. Nous, on veut qu'il soit reconnecté de manière émotionnelle. Alors, on est contre le plaidoyer émotionnel dès lors qu'il est ponctuel. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a une crise alimentaire que d'un coup on va se sentir concerné par la souffrance des gens qui ont peu ou pas accès à de la ressource suffisante, ou à l'eau, ou à des questions de migration. Non, nous on voudrait que cette émotion soit là au niveau du bas-ventre. Bas-ventre, ça veut dire quoi? Dans nos racines fondamentales de citoyens de cette planète, pour que chacun puisse se réapproprier dans le long terme cette urgence, cette nécessité à agir. Alors pendant que je vous parle, là ici, on est dans l'espace un petit peu des petits pavillons, alors petits mais néanmoins très importants, petits pavillons mis à disposition par le secrétariat de la Convention des Nations Unies pour d'autres acteurs. Alors en général, Énergie 2050 a aussi un pavillon ici, ce qui a été le cas, mais on l'a partagé avec un de nos partenaires parce qu'on avait cet immense pavillon dans la zone pays, et comme je vous l'ai dit, ça a été pour nous un immense privilège puisque cette année, il n'y a pas de véritable zone société civile, il y avait cette zone pays, et Énergie 2050 est la seule association, alors on est très honoré, avec WWF, mais eux ils sont dans une représentativité un peu différente par rapport à nous. Énergie 2050 est la seule association à s'être retrouvée là, avec un immense pavillon multi-acteurs, avec des partenaires internationaux d'Asie, d'Afrique ou autres, et on a mis cet immense espace à disposition de nos événements bien sûr, de notre exposition, mais aussi de beaucoup de parties prenantes et puis de beaucoup d'acteurs qui sont nos partenaires au quotidien. Voilà. Donc pour ce petit voyage qu'on vous propose, on aura bien sûr l'occasion d'en parler, de faire un décryptage beaucoup plus affiné par rapport à la conférence climat, sachant, vous l'avez compris, que tout de suite, nous ne sommes pas satisfaits, au même titre que beaucoup d'acteurs, de ce qui s'est passé ici à Bonn, parce qu'on discute trop encore dans le technique et on est bien dans un agenda de l'action et de l'urgence. Je vous rappelle l'urbanisation africaine, les besoins en énergie, la difficulté pour des populations de subvenir à leurs besoins de base, énergie, eau, ressources alimentaires, avec cet agenda politique qui est dans le long terme. Et vous voyez bien que la nécessité de cette complicité positive entre les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques est vraiment au cœur du débat. Voilà, donc on voulait vous faire partager ce petit moment. Bien sûr, d'autres vidéos, d'autres documents sont disponibles sur notre site et continueront à l'être. Une future note de décryptage sera bientôt disponible en français et en anglais. Et surtout, on voudrait profiter de ce dernier moment ensemble ici à Bonn pour rappeler à chacun que cet agenda
n'est pas un agenda hors de portée. On est bien dans un agenda des possibles. Et je vais reprendre plusieurs petites phrases favorites d'Énergie 2050. Pour nous, nous ne sommes pas dans le plaidoyer. Même si parfois mes propos pourraient vous paraître du plaidoyer, on n'est pas du tout dans ce registre. Pour nous, à Énergie 2050, on considère que les solutions existent. Il y a une espèce d'appétence, d'imagination collective, les territoires sont mobilisés, qu'on soit des pays en développement, des économies en transition, voire même tout bêtement des pays dits développés. Les technologies sont là, la finance est là, parfois dure à mobiliser mais néanmoins là, et l'imagination, l'envie d'agir de l'ensemble des acteurs est là, même si on constate une réelle inertie dans le politique. Alors, vous voyez bien que nous, on n'est pas dans le plaidoyer, on est dans l'agenda de l'action. On appelle même à Énergie 2050 cela comme témoigner des possibles au pluriel, parce que si on démultipliait l'imagination collective, les solutions déjà existantes tout de suite dans l'agenda de l'action, on serait déjà sur une trajectoire bas carbone, et on serait peut-être même dans une trajectoire de résilience. Alors, deuxième point, on dit aussi qu'à Énergie 2050, il faut démultiplier les opportunités d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut considérer qu'on doit avoir 3 horizons dans l'action. L'horizon du court terme, ça veut dire quoi? C'est toutes les actions que nous considérons et que nous savons déjà qui sont quasiment à faible demande d'argent, avec faible demande de technologie et qui sont juste de la réorganisation d'actions déjà faites mais qui créent des verrous. Alors pour vous, je vous explique ce qu'est un verrou et vous allez comprendre, c'est très simple. Prenez un bâtiment que vous allez construire en Afrique subsaharienne. Considérez un climat particulier. Prenons par exemple un climat tropical humide. Et là, collez un bâtiment pas adapté à ce climat, sachant que les traditions, l'art de construire dans ces pays était bioclimatique par essence. Bon, maintenant, construisons avec notre goût du jour, avec des matériaux importés ou des matériaux très énergivores. Et bien là, vous créez un besoin en énergie, en rafraîchissement quasi permanent, avec des besoins aussi pour avoir du sanitaire dans le bâtiment, parce que s'il est inadapté, il crée un inconfort, il crée des questions de sanitaire. Et là, vous voyez bien que ne pas le faire aujourd'hui, c'est juste un boulet. Donc vous voyez que ce genre d'action, reconsidérer l'art de construire, d'organiser spatialement le bâtiment dans son empreinte territoriale, évidemment, ça change tout le débat. Donc dans ces sujets-là, évidemment, on est dans l'action court terme. Et on travaille aussi sur l'agenda moyen terme. C'est là où il faut plus d'intelligence d'acteurs, plus de mobilisation de moyens, de technologies, de savoir-faire. Cet agenda-là, il faut l'anticiper aujourd'hui. Et ensuite, il faut travailler sur du long terme, qui va être la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, l'organisation de tous les acteurs autour de grandes coalitions de mise en œuvre. Et ça, vous voyez bien que ça se travaille aussi dès aujourd'hui, parce que je le rappelle, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Alors, on repasse là devant le pavillon fidjien, on va aller jusqu'au pavillon français pour terminer cette petite balade qu'on a voulu faire avec vous, pour vous montrer un petit peu notre quotidien, cette effervescence. Et là encore aujourd'hui, faites-nous confiance, c'est vraiment très calme, des fois on n'arrive à peine à marcher. Et donc cette effervescence témoigne de cette envie d'agir de tous les acteurs. Et bien sûr, il faut continuer l'esprit de Paris. Mais pour nous, l'esprit de Paris n'a de sens que si l'ensemble des acteurs comprennent les enjeux, l'urgence à agir, et puis aussi se rappellent à un moment donné ce dénominateur commun qui est évidemment très important. Donc là, on vient de passer devant le pavillon d'Indonésie. On va arriver au pavillon, alors on a sur la droite le pavillon allemand, là juste derrière nous, avec un magnifique globe qui rappelle régulièrement finalement l'augmentation de la température, des problèmes voilà, vous voyez là ici en l'occurrence une image sur l'accès à l'énergie. On voit bien qu'il y a des continents oubliés, l'Afrique en fait partie, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de pauvreté énergétique, alors que dans notre pays, on parle souvent de précarité. Vous voyez que le choix du mot est éminemment différent. Là, on est dans le pavillon anglais, et puis on arrive sur le pavillon français avec alors le Make Our Planet Great Again. Voilà, il y a des acteurs qui l'ont. On va se diriger devant ce symbole. Ici, le Paris Agreement Café, où Énergie 2050 a fait une présentation, entre autres, avec toujours un peu d'animation, comme dans un café. Et puis bien sûr, le Make Our Planet Great Again, voilà. Je vais le porter avec grand plaisir. Voilà. On est dans l'agenda des possibles. Ce slogan, pour nous, ce n'est pas un slogan simplement de storytelling. Et on espère qu'il ne le sera pas ni pour la France, ni pour les autres acteurs. On est vraiment dans un agenda de l'action. Mais cette phrase-là, elle est belle parce qu'elle réinspire un débat qui doit quand même, à un moment donné, être centré sur l'humain, la mise en œuvre et cette émotion, envie d'agir. Je le repose pour que d'autres acteurs puissent le prendre. On a des amis de la délégation marocaine qui passent ici et qui nous disent bonjour. Voilà, et on est toujours enchantés, c'est des acteurs de l'action. Merci beaucoup pour toutes vos actions. Et puis, on va continuer un petit peu pour aller de l'autre côté de ce pavillon français, où là, on montre un peu des technologies. Et enfin, on va aller jusqu'à notre pavillon
pour le revoir encore une fois, parce que je ne sais pas si notre voyage a commencé là-bas, mais on va y arriver. Donc là, on est ici toujours dans le pavillon français. On arrive encore maintenant, juste derrière, on va le voir, le pavillon de l'Agence internationale des énergies renouvelables. Alors vous avez compris qu'Énergie 2050 travaille aussi évidemment sur les énergies renouvelables, mais on va bien plus loin. On travaille sur le triptyque sobriété, ça veut dire ne consommer l'énergie que dès lors qu'elle a un sens, que le service énergétique va créer une valeur sociale, environnementale et qu'elle sera climato-compatible, donc redonner de la dignité au service énergétique. Et enfin, dès lors qu'on a besoin du service énergétique, travailler sur l'efficacité. Ça veut dire quoi? J'ai besoin de froid, j'ai besoin de me déplacer, je vais utiliser le processus qui va être le plus sobre en carbone, à service égal rendu. Et bien sûr, dans une logique d'équité, puisque ces technologies doivent être autant accessibles au nord qu'au sud et dans quel que soit le pays. Alors, et enfin, on travaille sur les énergies renouvelables qui, je le rappelle, sous réserve de la mise en place des bonnes politiques et des mesures, pourraient atteindre jusqu'à 80% de la contribution mondiale. Là, on passe devant le pavillon du Fonds vert pour le climat. Alors, vous l'avez compris, hein, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc, vous voyez que Énergie 2050 a été très honoré d'être au milieu de ces pavillons qui sont extrêmement importants et institutionnels. Donc là, on se trouve le Fonds vert climat, je vous en ai parlé, important, outil de création de méthodologies, d'accompagnement des pays, adaptation, atténuation. Ici, on est encore sur des forums. Là, on est sur le pavillon de la Corée, on arrive sur le pavillon du Japon. Derrière nous, on a le pavillon de la Thaïlande. Vous voyez, donc, Énergie 2050 a été immergé, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais de manière encore plus spectaculaire de d'habitude, ce qui est une reconnaissance incroyable pour nos contributions techniques, politiques et organisationnelles qu'on met en œuvre, bien sûr. Donc là, voilà, on n'est pas très loin de notre pavillon. On arrive sur plusieurs pavillons intéressants. Au fond, le pavillon du Sénégal. Sénégal qui met énormément d'actions. On est en train de travailler au Sénégal avec le plan climat-énergie-territoire de Dakar. On travaille aussi sur un projet d'accès à l'énergie pour la collecte et le stockage du lait pour des populations isolées, du lait, donc du froid d'énergie renouvelable en Mauritanie et au Dakar. Là, on arrive au pavillon de la francophonie. Alors, ils sont en train de le fermer. On est le dernier jour, je vous l'avais dit, mais néanmoins, énormément d'activités. C'est un partenaire important pour nous, la francophonie. Bon, leur pavillon commence à être fermé. Voilà. Ici, justement, on passe devant des acteurs majeurs de la francophonie, voilà, qui gèrent toutes les négociations climat, la communication. On arrive à notre petit pavillon pour la fin de cette aventure. Et ici, on arrive sur le pavillon Énergie 1050. Et d'ailleurs, vous constaterez que malgré le fait qu'on soit dans les derniers jours, on se retrouve toujours avec un pavillon plein d'agitation, plein d'émotions, d'expertise technique, des échanges, avec bien sûr un zoom sur l'exposition artistique, Arts Planet. Et puis avec toujours cette appétence pour toute cette agitation, ces réseaux avec lesquels on travaille. Par exemple, ici, on a une table ronde aujourd'hui sur l'agriculture durable, sur l'utilisation des sols et sur la manière de mieux nourrir le monde en étant sobre en carbone. Peut-être la fin du parcours, on va essayer de la faire si nos amis de la francophonie sont là, pour regarder un peu l'exposition Ars Planet. Et puis ce sera déjà une belle histoire. Et on vous aura, j'espère, donné envie de nous suivre et de nous accompagner dans ces sujets. Alors, on va demander à nos amis s'ils peuvent ouvrir le pavillon. Est-ce que vous pourriez ouvrir le pavillon pour qu'on aille voir l'exposition 2 secondes avant de la démonter? Il est ouvert. Ah, il est ouvert. Merci alors. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, on arrive pour les quelques images de la fin à l'exposition Arts Planet. Alors, on a eu plusieurs séries d'images créées et mises en place, voilà, plusieurs contributions, toujours sur le sujet dont je vous ai parlé. Donc voilà, le collectif des anonymes, Énergie 2050, Yael Nivel, qui est aussi l'artiste qui a fait l'affiche de cette initiative artistique, Virginie Broquet, avec aussi des sculptures qu'elle a offertes à l'initiative, parce que ces projets-là sont vendus aux enchères et permettront à Énergie 2050 de financer des véritables projets sur le sol, comme on le fait déjà, mais encore plus ciblés sur les besoins des populations vulnérables. Vous voyez, avec d'autres œuvres d'art, voilà, qui sont mises ici, et on en a eu d'autres. On a eu d'ailleurs des événements sur ce sujet-là, très intéressants, plein d'émotions, plein d'envie d'agir des gens, pour rappeler pourquoi on est là, au-delà de ces grands enjeux, ces grands défis. Voilà, donc cette balade va se terminer ici, sur Ars Planet, voilà, peut-être avec ces visages à moitié effacés, ces anonymes qui sont parfois des migrants climatiques, qui, rappelons-le, n'ont pas envie de partir de chez eux, et souvent partent, et vont d'ailleurs dans d'autres pays du Sud, souvent, parce que quelque part, c'est une réalité, ils ont besoin de mieux vivre et ils ont besoin de partir ailleurs. Voilà, on vous remercie, suivez Énergie 2050, on sera toujours engagé dans l'action. Merci beaucoup.